Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite, bouddhiste en Égypte ancienne. Il s'avère que le bouddhisme était autrefois une religion beaucoup plus répandue qu'on le pensait. Des chercheurs ont trouvé des preuves que le bouddhisme était autrefois pratiqué loin de son lieu de naissance. Et l'une des découvertes les plus passionnantes de l'année 2023 était celle d'une statue bouddhiste dans l'Égypte ancienne. Les chercheurs ont trouvé une statue de Bouddha de 60 cm de haut dans les ruines de la ville portuaire de Bérénice. Il s'agit d'une découverte majeure car jamais auparavant un artefact bouddhiste n'avait été trouvé dans un pays plus occidental que l'Afghanistan. Il s'agit de la première preuve physique de la pratique du bouddhisme dans l'Égypte ancienne et plus précisément à l'époque de l'Égypte romaine. Et bien que la découverte soit très récente, les archéologues ont déjà rassemblé quelques faits. La statue est en marbre méditerranéen, ce qui signifie qu'elle a probablement été fabriquée dans la ville d'Alexandrie avec du marbre provenant d'Anatolie. Et elle a été datée du 2e siècle de l'ère commune. La statue a été dotée d'une auréole autour de la terre, bien qu'elle n'ait probablement rien à voir avec le Christ. L'auréole a peut-être été rajoutée pour indiquer l'esprit rayonnant du Bouddha plutôt qu'un aspect sacré. La ville de Bérénice, où cette statue a été retrouvée, était l'un des plus grands ports de l'Égypte pendant l'occupation romaine. Des marchandises en provenance du monde entier transitaient par la ville comme l'ivoire et les textiles, et n'a été abandonnée que vers le 6e siècle de notre ère, à l'époque de la naissance de l'islam. Les fouilles effectuées dans la ville ont montré qu'il s'agissait d'un lieu multiculturel, et à cette époque, les échanges commerciaux entre l'Égypte et l'Inde étaient considérables. Les navires en provenance de l'Inde apportaient notamment de l'ivoire, du poivre et des textiles à l'Égypte. Il est possible que la statue de Bouddha ait été fabriquée localement par des personnes originaires d'Asie du Sud vivant à Bérénice. Les chercheurs ont déjà trouvé des inscriptions en sanskrit qui prouvent que l'Égypte avait bel et bien des contacts avec l'Inde. Il ne s'agit pas d'un simple contact. Les deux cultures semblent s'être influencées l'une l'autre, et si le bouddhisme n'a jamais vraiment pris son essor dans l'Égypte ancienne ou à Rome, il était bel et bien présent. Mégalithe en qui? Tout ce que les scientifiques savent sur Stonehenge est en train de changer. Une nouvelle découverte a prouvé que Stonehenge n'a pas été construit à l'origine à l'endroit où il se trouve actuellement dans la campagne anglaise. Les scientifiques ont récemment appris que les fermiers néolithiques du pays de Galles ont été les premiers à construire le très grand monument. Ils l'ont créé des siècles avant que les pierres ne soient ramassées et déplacées. Tout a commencé vers 3200 avant l'ère commune. Les fermiers préhistoriques vivant autour des collines de Preseli ont construit un monument en pierre massive sculptée. Ils ont construit le monument en utilisant de la pierre bleue provenant d'une carrière voisine. Et le cercle était aligné sur le lever et le coucher du soleil. Mais personne ne sait ce que ce cercle signifiait pour les anciens habitants de la région, ni à quoi il servait vraiment. Mais désormais, de nouvelles preuves montrent que leurs descendants ont en quelque sorte démonté les pierres et les ont transportées ou remontées comme une sorte de meuble en kit en pierre géante, créant ainsi Stonehenge tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et les scientifiques savaient déjà d'où provenait la pierre bleue utilisée pour construire Stonehenge. Ils ont identifié les carrières il y a quelques années. Cependant, on supposait que les anciens avaient extrait la pierre, puis l'avaient apportée à Stonehenge pour construire le monument. Personne n'avait deviné que le monument avait été construit au pays de Galles puis déplacé des centaines d'années plus tard. Mais comment les scientifiques sont-ils parvenus à cette conclusion pour le moins audacieuse? Il s'agit d'un long processus impliquant un très grand nombre de chercheurs et d'organisations. La grande avancée a été réalisée lorsque les scientifiques ont daté au radiocarbone l'activité des carrières de pierre bleue au pays de Galles. Ils ont constaté un écart d'environ 200 ans entre la date d'extraction des pierres et celle de la construction de Stonehenge. Ils ont également trouvé des preuves de l'existence de cercles rituels au pays de Galles fabriqués à partir de pierres très similaires. Ils en auraient donc conclu que les pierres avaient d'abord été placées au pays de Galles, puis que pour une raison inconnue, le monument avait été démonté et transporté en Angleterre. Mais pourquoi se serait-il donné autant de mal? Nous ne le savons pas, mais la prochaine fois que vous vous plaignez de monter un meuble Ikea, souvenez-vous qu'un groupe de malheureux a démonté Stonehenge, l'a traîné sur des kilomètres et a dû le remonter en l'alignant parfaitement sur le soleil. Les Égyptiens en Chine. Des archéologues ont mis au jour un petit morceau d'Égypte dans une tombe chinoise du nord-ouest de la Chine. Les excavateurs ont pénétré dans un caveau funéraire
de la dynastie Tang creusée sous la terre entre 618 et 907 de l'ère commune. Elle a été découverte le long d'un ancien sentier de la route de la soie qui existait déjà depuis près de 1000 ans avant l'enterrement. Les premiers commerçants auraient emprunté cette route vers 200 avant notre ère et la route de la soie reliait les confins de l'Asie orientale aux puissants royaumes de la Méditerranée comme les Romains et les Grecs. Plus de 29 tombes ont été découvertes dans la région, mais une seule tombe en particulier contenait un objet de très grande importance. La tombe contenait un sphinx, une relique presque identique aux différents sphinx de l'Égypte ancienne. Mais il convient de garder à l'esprit certains éléments très importants lorsque l'on parle de la route de la soie. Bien que les marchandises aient été transportées de l'Asie vers l'Europe, ce n'est généralement pas un seul commerçant qui effectuait l'ensemble du voyage. Par exemple, un commerçant chinois pouvait commencer à Pékin et se déplacer jusqu'aux frontières de la Chine. Les marchandises étaient ensuite échangées avec un autre commerçant qui effectuait une autre partie du voyage. Lorsque les marchandises chinoises atteignaient Rome ou l'Égypte, elles étaient probablement passées par de nombreuses mains différentes. Le voyage était tout simplement trop lent, ce qui rendait les contacts entre les deux civilisations plutôt rares, mais les marchandises voyageaient quand même. La tombe appartenait probablement à un érudit chinois nommé Liu Jun, qui a été enterré aux côtés de sa femme, et environ 150 objets funéraires, dont le sphinx, ont été enterrés avec le couple. Mais il y avait également 9 sculptures en marbre blanc, un matériau qu'on ne trouve pas localement. Et alors qu'il existe des sphinx en Asie du Sud-Est, ces découvertes dans le nord de la Chine semblent être une anomalie. L'ère de répartition préhistorique des lions ne comprenait même pas le nord de la Chine. Cela en dit long sur l'influence de la grande route de la soie, à proximité de laquelle se trouvait Ningxia. Les fouilles du cimetière aideront les chercheurs à comprendre le transport de marchandises sous la dynastie Tang. Et comme vous le savez peut-être déjà, les légendes racontent que les sphinx demandent aux voyageurs de répondre correctement à des énigmes avant de les laisser passer. Le sphinx de Delphes aurait posé l'énigme la plus célèbre de l'histoire. Qu'est-ce qui marche sur 4 jambes le matin, 2 l'après-midi et 3 la nuit? La réponse était un être humain sous la forme d'un bébé rampant, d'un adulte et d'une personne âgée avec une canne. Les statues venaient probablement d'ailleurs. Mais d'où vient le sphinx? S'agit-il d'un objet rapporté d'Égypte ou a-t-il simplement été inspiré par les récits d'une terre lointaine et étrangère? Les contacts entre l'Égypte et la Chine ont-ils été plus nombreux que les historiens ne le pensent? La famille des dieux. Les premiers écrits jamais découverts de la civilisation sumérienne mentionnent un groupe de dieux connu sous le nom d'Anunnaki. Les Sumériens faisaient partie de la première poignée d'êtres humains véritablement sophistiqués sur la planète. Ils ont également créé la toute première langue écrite connue des scientifiques, l'écriture cunéiforme. Et de nombreux exemples de cette écriture ont été trouvés dans les ruines de Mésopotamie et plusieurs des plus anciens tablettes d'argile mentionnent la création d'êtres humains. Les récits anciens diffèrent sur quelques points mineurs, mais tous semblent transmettre le même message. Les êtres humains ont été créés par un groupe de dieux appelés les Anunnaki. D'ailleurs, les Sumériens ont écrit que les Anunnaki étaient eux-mêmes les descendants du dieu des cieux et de la déesse de la terre. Leur principale mission était de contrôler le destin de l'humanité. En sumérien, le mot Anunnaki signifie graine princière et reflète donc la croyance selon laquelle les Anunnaki étaient les graines de Dieu. Et bien que les scientifiques soient parfaitement conscients de l'importance des Anunnaki dans l'ancienne Sumer, il n'existe pratiquement aucune preuve directe de leur culte. En Grèce, à Rome, en Inde et au Pérou, on trouve des temples où leurs dieux étaient vénérés. Il reste des ruines d'anciens bâtiments qui servaient autrefois au culte des dieux. Mais ce n'est pas le cas des Anunnaki. Bien que les textes les mentionnent, il n'y a pas de bâtiment important où les dieux étaient vénérés. Les experts pensent que cela pourrait être dû au fait qu'ils étaient adorés individuellement. Depuis la nuit des temps, les Sumériens n'ont peut-être pas ressenti le besoin de construire de grands temples. Les Sumériens croyaient que les Anunnaki fréquentaient la Terre, ce qui signifiait peut-être qu'ils n'avaient pas besoin de les vénérer puisque les Anunnaki étaient physiquement présents, ou en tout cas, ils le pensaient. La vérité sur ces étranges êtres célestes est inconnue, et l'utilisation la plus ancienne du mot Anunnaki remonte au règne du roi Gudea entre 2144 et 2124 avant notre ère. Les Anunnaki étaient des dieux qui vivaient dans le ciel. Il s'agissait de dieux qui vivaient dans les cieux,
mais qui n'était pas nécessairement tout-puissant. Il s'agissait plutôt d'un groupe d'êtres très avancés qui manipulaient les humains et surveillaient leurs activités depuis le ciel. Et en raison de leur caractère mystérieux, de nombreuses personnes pensent aujourd'hui que les Anunnaki étaient peut-être de véritables extraterrestres que les Sumériens vénéraient comme des dieux. La plus ancienne structure du monde. La plus ancienne structure connue, jamais construite par l'homme, l'a été il y a 476 000 ans. Cette nouvelle découverte vient d'être annoncée à la fin du mois de septembre 2023. Des archéologues de la Zambie, pays d'Afrique, ont trouvé la plus ancienne construction en bois connue. Il y a près d'un demi-million d'années, les ancêtres de l'homme ont façonné une paire de troncs d'arbres. Les troncs d'arbres ont été retrouvés, entaillés, tout comme un jeu de construction, et miraculeusement conservés au fond de la rivière Colombo. Il s'agit d'une découverte sans précédent qui bouleverse l'histoire. Et le plus grand choc est que la construction n'a pas été réalisée par l'Homo sapiens, puisque c'est tout bonnement impossible. L'homme moderne n'a évolué qu'il y a environ 300 000 ans. Et pourtant, quelqu'un a assemblé des rondins comme s'il construisait des cabanes modernes près de 200 000 ans avant l'apparition de l'Homo sapiens. Cette nouvelle découverte prouve qu'un être extrêmement intelligent était présent sur cette planète bien avant l'homme moderne. Il s'agissait peut-être d'un de nos ancêtres, d'un singe intelligent ou d'un hybride homme-singe, ou peut-être que les scientifiques se trompent sur l'évolution de l'humanité en tant qu'espèce. Trouver un tel signe d'avancée technologique aussi ancien signifie que tout peut changer. À l'heure actuelle, les scientifiques n'ont aucun moyen de savoir qui a assemblé les rondins. Les experts de l'université de Liverpool, au Royaume-Uni, ont indiqué que les rondins avaient été trouvés enfouis sous des dépôts d'argile. Ils n'ont survécu aussi longtemps que grâce à la nappe phréatique élevée en permanence. Sinon, les rondins se seraient décomposés il y a des années. Et il n'y a pas non plus de parallèles connus qui puissent être trouvés ailleurs dans le monde. Les rondins briqués sont tout à fait uniques et constituent une preuve irréfutable du travail du bois à l'époque préhistorique. Quelqu'un a dû couper les rondins, les façonner correctement et les empiler de manière à créer une maison. Et même les premiers hommes n'ont pas fait cela. Les hommes vivaient dans des grottes jusqu'à ce qu'ils sortent à la lumière et décident de construire les premiers habitants il y a à peine 10 000 ans. Ces nouveaux éléments pourraient indiquer que l'on se trompe complètement sur l'évolution humaine, voire même qu'il y avait une civilisation bien plus avancée que l'homme. Mais qui étaient-ils, d'où venaient-ils et où ils sont allés? Et d'ailleurs, tant qu'on y est, où sont leurs ossements? La tombe de Qin Huang. Selon vous, qui avait les tombes les plus impressionnantes? Les premiers empereurs de la Chine ancienne ou les premiers pharaons de l'Égypte ancienne? Il n'y a pas de bonne réponse à cette question, car ces deux civilisations ont construit d'incroyables complexes funéraires. Le mausolée de Qin Huang est tellement spectaculaire qu'il n'a pas encore été entièrement exploré. Cela fait plus de 2200 ans et l'empereur est toujours enfermé dans son tombeau. Les archéologues ont trop peur de l'ouvrir. Mais pourquoi les archéologues auraient-ils peur d'ouvrir une tombe? N'est-ce pas là leur principale mission? C'est parce que, selon la légende, le tombeau de l'empereur est truffé de pièges. Des fils pièges qui déclencheraient des arbalètes, des plaques de pression qui libèrent du gaz toxique, et vous savez, tout l'armada d'une légende de tombeaux piégés. Mais il y a aussi des raisons bien politiques. Qin Huang est surtout connu pour avoir été le légendaire unificateur de la Chine ancienne. Il s'est donné le titre de Huangdi, Qi qui signifie premier, Huang, auguste souverain, et Di, empereur. Son nom même est à l'origine du nom du pays. Qin, qui se prononce Qin, est à la base du nom de Chine. Et lorsque le grand empereur mourut en 210 avant notre ère, il fut enterré dans un magnifique mausolée. Les pyramides étaient certes très impressionnantes, mais la luxueuse sépulture de Qin Huang est gigantesque. Le mausolée s'étend sur près de 10 km², dont seul un petit pourcentage a été exploré jusqu'à présent. La partie la plus célèbre de son mausolée est sa collection de guerriers en terre cuite que tout le monde connaît. Mis au jour pour la toute première fois, en 1974, et plus de 8000 guerriers en terre cuite grandeur nature ont été découverts depuis. Mais le grand tombeau lui-même reste scellé. Les archéologues n'ont tout simplement jamais ouvert physiquement la chambre centrale où repose le corps de l'empereur. Et à ce jour, on présume que le corps de l'empereur s'y trouve. Les scientifiques n'en auront la certitude que lorsqu'ils l'ouvriront, chose qui n'arrivera probablement jamais. Le fait est qu'en Chine, Qin Huang est le personnage le plus important de l'histoire du pays,
C'est lui qui a donné naissance à la nation. Et les décideurs du pays ne laisseront pas les archéologues perturber la dernière demeure du grand empereur. Et surtout pas pour fouiller ses ossements et mettre son trésor dans un musée. Et en parlant de trésor, sa tombe en est probablement remplie. Selon l'historien Sima Qian, qui a vécu peu après la mort de l'empereur, le mausolée était rempli d'artefacts rares et de trésors incroyables. Il était également rempli de mercure et équipé d'arbalètes pour tirer sur les premières personnes qui franchiraient la porte du tombeau. Sima Qian a également écrit qu'il avait fallu 700 000 ouvriers pour achever le mausolée. C'est 7 fois plus d'hommes qu'il en a fallu pour construire la grande pyramide de Gizeh. Quant aux découvertes récentes, elles sont peu nombreuses. Quelques suggestions ont été faites pour utiliser des techniques non invasives afin d'examiner l'intérieur du tombeau. Et les archéologues pourraient utiliser les rayons X, mais ils n'en ont pas reçu l'autorisation. Le masque de jade. Xochitl n'est pas un grand nom lorsqu'il s'agit de villes anciennes, mais cela pourrait bientôt être le cas. L'un des artefacts les plus étonnants du monde maya vient d'y être découvert. Dans une tombe pyramidale, les archéologues ont découvert un magnifique masque de jade d'une facture si impressionnante qu'il n'a probablement pas d'équivalent. Ils pensent qu'il pourrait s'agir du masque funéraire d'un roi très puissant dont personne n'a jamais entendu parler. La découverte du masque de jade n'a pas été facile. Malheureusement, la tombe avait déjà été pillée lorsque les archéologues de l'université d'Alabama ont effectué des fouilles. Les pillards avaient nettoyé la tombe, ne laissant que des débris dans la terre que les archéologues ont pu ramasser. Les archéologues ont trouvé des morceaux d'ossements gravés de hiéroglyphes mayas datant d'environ 350 de notre ère. Puis, en fouillant le sol poussiéreux de la tombe à la recherche d'un trésor potentiel, les archéologues ont commencé à trouver de minuscules blocs de jade. Ils ont ramené tous ces petits morceaux dans leur laboratoire et se sont rendus compte qu'ils faisaient partie d'un puzzle. Les scientifiques avaient affaire à un puzzle datant d'il y a près de 2000 ans et ils n'avaient même pas l'image de référence sur la boîte. Les archéologues ont dû faire preuve de beaucoup de créativité, mais ils ont réussi. Ils ont assemblé les blocs de jade pour former ce que l'on appelle un masque en mosaïque. Et contrairement à la plupart des masques funéraires sculptés dans une seule pièce, celui-ci était composé de plaques de jade. On dirait une sorte de puzzle mais en 3D. Ce masque est un artefact extrêmement rare, une découverte unique. Il ne reste plus aux archéologues qu'à déterminer à qui appartenait ce masque. Et ils pensent que la sépulture appartenait très probablement à un roi de Xochitl qui est toujours inconnu. Une figure mystérieuse, une statue très importante, très particulière et très glauque a été découverte dans ce qui est sans doute l'un des sites les plus importants de la planète. Une statue d'un humanoïde masculin a été découverte dans l'un des plus anciens temples du monde. Il y a tellement d'informations juteuses à tirer de cette découverte que je ne sais même pas par où commencer. Mais commençons par la statue elle-même. Elle représente un homme qui tient son organe reproducteur à 2 mains comme s'il essayait de s'enfuir. Et la statue mesure près de 2,5 mètres de haut, ce qui la rend plus grande que nature. Les chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir du chef d'un groupe social, peut-être le chef d'un ancien clan. Elle pourrait également avoir été sculptée à l'image d'un ancien dieu de la fertilité. Les scientifiques ne le savent pas, mais Ted Banning de l'université de Toronto a déclaré à Life Science que toute interprétation de la statue n'est que pure conjecture. Et d'accord, la statue est un tout petit peu, voire beaucoup troublante, mais elle est aussi extrêmement importante pour l'histoire de l'humanité. Elle a été trouvée dans un temple construit il y a 11 000 ans. Et le site de Karahan Tepe est plus ancien que les pyramides, plus ancien que Stonehenge et plus ancien que tout autre site humain complexe en dehors de la Turquie. Il se trouve à environ 48 km à l'est de Göbekli Tepe et souvent appelé le site jumeau de Göbekli Tepe, et presque aussi important mais beaucoup moins connu que son jumeau, ce qui constitue une occasion parfaite de le mettre en lumière. C'est un site très ancien dont les mystères semblent infinis, et personne ne sait qui a construit le temple, et personne ne sait également qui a sculpté cette statue qui est très inhabituelle. Les archéologues ont également identifié une statue grandeur nature d'un sanglier, ce qui suggère que les sangliers étaient très importants pour ceux qui vivaient ici. Certains pensent que Karahan Tepe, tout comme Göbekli Tepe, faisait partie d'un complexe de temples d'une civilisation avancée qui aurait été détruite par le déluge biblique. Le chapitre caché de la Bible.
Un chapitre biblique qui manquait depuis 1700 ans a récemment été retrouvé. Le scientifique autrichien Grigori Kessel, expert du Moyen-Âge, étudiait une ancienne traduction syriaque de l'évangile de Matthieu lorsqu'il a trouvé quelque chose de choquant. Sous 3 couches de texte, il y avait un chapitre caché qui avait été couvert. Au Moyen-Âge, le parchemin n'était pas vraiment facile à trouver. Et lorsque quelqu'un voulait écrire un nouveau manuscrit, il effaçait souvent un manuscrit beaucoup plus ancien et réutilisait le même papier. Cela semble être ce qui s'est passé il y a environ 1300 ans. Un scribe a effacé un manuscrit écrit vers le 3e siècle de notre ère, puis a utilisé le papier pour écrire son propre manuscrit. Le chapitre caché qui a été effacé provient du livre de Matthieu, plus précisément du chapitre 12. Ce n'est pas très différent des traductions modernes qui nous sont parvenues. Si vous regardez la Bible aujourd'hui, vous verrez que le chapitre dit « Quelque temps après, Jésus traversait des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples avaient faim, ils se mirent à accueillir des épis et à en manger les grains. » Et la très ancienne version, très récemment découverte, présente des différences mineures mais très intéressantes. Et commencèrent à cueillir les épis, à les frotter dans leurs mains et à les manger. Toute petite différence donc, mais cela démontre à quel point de petits changements apparaissent dans les textes anciens à chaque fois qu'ils sont traduits ou recopiés. Le voleur et les Samaritains. Être un bon Samaritain ne veut pas dire ce que vous pensez. En 95, une synagogue a été cambriolée. Le voleur, ou peut-être les voleurs, ont volé une paire de copies manuscrites de la Torah très ancienne. Et lorsque les voleurs ont pénétré la synagogue, ils ont traversé rapidement le tapis du sanctuaire et sont allés derrière un rideau de velours. Et de l'autre côté du rideau se trouvait une énorme boîte en bois sculptée à la main. Dans cette vieille et lourde boîte se trouvait un rouleau de parchemin écrit vers l'année 1360. L'autre livre était un codex écrit vers le 15e siècle, enveloppé dans une couverture de cuir rougeâtre. Ces livres appartiennent à une secte religieuse secrète que très peu de gens connaissent. Ils sont appelés les Samaritains, l'un des groupes religieux les plus petits mais aussi les plus anciens de la planète. Lorsqu'une personne réalise une bonne action pour son prochain, on l'appelle justement un bon Samaritain. Les anciens Samaritains sont à l'origine de ce terme, mais connaissez-vous l'origine exacte de l'expression? Au temps de Jésus, un homme voyageant de Jéricho à Jérusalem fut agressé par des voleurs de grand chemin. Ils l'ont dépouillé de ses biens et le laissèrent pour mort sur le bord de la route. Curieusement, 2 personnalités religieuses passèrent près de lui sans lui porter secours, un prêtre et un lévite. Cependant, un Samaritain, qui était un groupe ethnique méprisé par les Juifs à l'époque, eut compassion du blessé. Il le soigna, le transporta à une auberge et paya pour son hébergement et sa guérison. Mais en tant que groupe, les Samaritains sont presque éteints. Il y avait au moins 1 million de membres de la secte religieuse il y a quelques siècles, mais aujourd'hui, il n'y en a guère plus de 800. Les Samaritains sont très anciens, remontant à Canaan il y a 3000 ans. Ils se considèrent comme les plus fidèles suiveurs de Dieu, suivant la parole de Dieu exactement comme elle a été transmise par Moïse. Il est à noter que les Samaritains pratiquent également certaines traditions spécifiques que vous pourriez trouver inhabituelles. Après tout, ils suivent la parole telle qu'elle leur a été transmise il y a 3000 ans, et comme vous le savez, le monde a énormément changé depuis. Et en adhérant à ce genre de règles, les Samaritains ont le sentiment d'être les seuls gardiens véritables de la foi restante. Cela me ramène au livre volé. Les Samaritains ont une série de manuscrits anciens et très rares qui sont censés être certains des plus anciens brouillons de l'Ancien Testament. L'un de ces livres est plus ancien qu'il n'y paraît, le monde extérieur ne croyant même pas vraiment qu'il existe. Les Samaritains prétendent qu'ils possèdent un manuscrit écrit par nul autre que l'arrière-petit-neveu de Moïse. Il s'appelle le rouleau d'Abisha et est estimé à 3000 ans. D'ailleurs, les livres de leur collection sont tellement convoités qu'on leur a proposé toutes les richesses que vous pouvez imaginer par des collectionneurs qui veulent désespérément mettre la main dessus. Le vol de 95 dans lequel les livres n'ont jamais été retrouvés n'était pas la première fois qu'ils perdaient certains de leurs livres. En 1671, un collectionneur anglais aurait volé l'un de leurs précieux rouleaux. Et en 1864, un groupe de prêtres samaritains corrompus aurait vendu près de 1348 manuscrits et reliques à un collectionneur russe. Certains suggèrent même que le Vatican aurait racheté certains de ces livres. Quant au rouleau d'Abisha, si on en croit l'estimation des Samaritains, il serait de 1000 ans plus ancien que les manuscrits de la mer Morte. Mais personne ne sait vraiment si ces affirmations sont vraies. Mais impossible de savoir car ils ne laissent personne approcher leur ouvrage.
Ça ressemble un petit peu à l'Éthiopie qui prétend avoir l'arche d'alliance cachée à Aksum, mais qui ne laisse personne la voir. Le château de la connaissance. Un livre vient d'être vendu pour 200 000 €, vous ne croirez jamais pourquoi. Combien seriez-vous prêt à payer pour un rare livre d'astronomie du XVIe siècle? Si vous espérez mettre la main sur un exemplaire de la première édition de The Castle of Knowledge, soyez prêt à débourser environ 200 000 €. Ce livre a récemment été vendu aux enchères pour cette somme. Mais pourquoi est-il si précieux? Le Château de la Connaissance a été publié pour la toute première fois en 1556 par Robert Ricord. Robert est l'inventeur du signe égal. Vous savez, les deux lignes parallèles horizontales utilisées pour afficher le résultat d'une équation mathématique. Son livre a été le premier traité astronomique jamais publié en anglais. Il n'est pas rempli de magie ou de sorts, il ne contient aucune superstition religieuse. C'est l'un des textes scientifiques les plus importants jamais écrits. Robert Ricord a commencé ses études à un très jeune âge. Né dans le Pembrokeshire en 1510, il est allé étudier les mathématiques à Oxford à l'âge de 15 ans. C'était un véritable génie. Et à 35 ans, Robert était le médecin officiel du roi Édouard VI. Ensuite, il fut le médecin de la reine Mary après la mort d'Édouard. Je vous ai déjà dit qu'il a inventé le signe égal, mais il a également introduit deux autres choses très importantes aux anglophones, les signes plus et moins. Ces signes existaient déjà, mais les Anglais ne les connaissaient pas avant l'arrivée de Robert. Son nom devrait être aussi célèbre que ceux de Galilée ou de Newton, mais il ne l'est pas. Et cela pour une raison très tragique. Le mathématicien est mort tragiquement en prison. Mais qu'est-ce qui a bien pu être si terrible pour que le médecin de la reine soit emprisonné? Il a été poursuivi pour diffamation par un politicien, ce qui a d'ailleurs entraîné son arrestation pour des dettes. Et 2 années après la publication du Château de la Connaissance, Robert est mort dans la prison de King's Bench à la mi-juin. Il y a une dernière chose que vous devriez savoir. Cet exemplaire de la première édition du livre de Robert a été découvert dans une boîte apportée à une maison de vente aux enchères en Angleterre. La boîte était remplie de vieux livres poussiéreux qui valaient tous une fortune. Le roi géant. Le squelette légendaire d'un roi véritablement géant a été retrouvé, mais ça ne s'est pas bien terminé. Plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ, selon les archives historiques, les Romains considéraient les Teutons comme une tribu de sauvages barbares qui entraient souvent en guerre avec la République romaine. Ils étaient décrits par Jules César comme un peuple germanique, ce qui signifie qu'ils venaient du nord du Rhin. Personne ne sait exactement qui étaient ces gens, ni d'où ils venaient, bien que certains historiens disent qu'ils avaient probablement un lien avec les anciens Celtes. Les Teutons ont combattu l'Empire romain et ont gagné à Noréa en 105 avant notre ère. Cependant, ils ont été vaincus pendant la guerre des Cimbres quelques années plus tard. Leur chef et roi s'appelait Teutobochus et apparemment c'était un véritable géant. En 1613, une collection de très grands ossements a été découverte par des terrassiers qui creusaient tout près de Romans-sur-Isère. Les terrassiers ont découvert une tombe en briques à environ 5 mètres et demi sous terre. C'était une très grande tombe et quand ils l'ont ouverte, ils ont trouvé un squelette humain prétendument de 7,6 mètres de long qu'ils ont supposé appartenir au roi teuton décédé. Un témoin de l'époque rapporte, je cite, que l'os de la jambe ou de la cuisse est de plus de 5 ou 6 pieds de hauteur ou d'environ et de grosseur à proportion. Le système métrique est loin d'être inventé et le pied de l'époque en France mesure 32,6 cm, ce qui donne un os de près de 2 mètres de long. D'ailleurs, l'histoire des ossements retrouvés du roi barbare fait tellement parler d'elle en ce début du XVIIe siècle que les soi-disant restes de Teutobochus se retrouvent en octobre 1613 à la cour d'un autre roi, Louis XIII, alors âgé de seulement 12 ans. Le mystère reste entier pendant plus de 2 siècles jusqu'à ce que l'on retrouve, en 1832 dans un grenier à Bordeaux, une grande partie des ossements attribués à Teutobochus qui sont envoyés au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Le zoologiste et anatomiste Henri-Marie Ducrottet explique la structure des dents formant une couronne hérissée de plusieurs rangées de tubercules en mamelon et portée par de véritables racines ne peut laisser aucun doute sur le genre de mammifère auquel ces ossements ont appartenu. C'était un mastodonte. Mais attendez, l'histoire connaîtra un nouveau rebondissement. En 1984, dans un tiroir du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, le paléontologue français Léonard Gainsbourg met la main sur un vieux moulage de dents portant la mention Teutobochus. Grand spécialiste des mammifères du tertiaire, il s'aperçoit
qu'il ne s'agit pas d'une dent de mastodonte. Le fossile appartient en réalité à un Deinotherium. Et quant au corps du véritable Totobocus, nul ne sait ce qu'il est advenu de lui. Le livre de Thoth. La personne qui a écrit le plus de livres de l'histoire n'est pas un homme, mais plutôt un dieu. Le livre de Thoth a été écrit par un dieu ancien, la divinité égyptienne de l'écriture, de la connaissance et de la magie. Mais ce n'est pas seulement un mythe. Le livre de Thoth apparaît dans des fragments anciens de papyrus, déchirés et flétris. Les Égyptiens avaient beaucoup de textes, des milliers d'entre eux. Et parce que Thoth était le dieu de la sagesse et de l'écriture, beaucoup de leurs livres, les plus anciens et les plus puissants, lui étaient attribués. Au IIIe siècle avant notre ère, l'historien égyptien Manéthon a dit que Thoth avait écrit au moins 36 525 livres. Puis, plus de 3 siècles plus tard, l'un des premiers pères de l'église chrétienne, Clément d'Alexandrie, a dit que les prêtres égyptiens avaient 42 livres sacrés qui comprenaient toute leur philosophie. Clément d'Alexandrie croyait que ces 42 livres avaient été écrits par Thoth, un véritable dieu vivant. Le livre original de Thoth, s'il a jamais existé, n'est plus là. Le livre n'est connu que parce qu'il est mentionné dans d'autres anciens livres égyptiens. Un exemple est une histoire écrite pendant l'ère ptolémaïque de l'Égypte, après la conquête des Égyptiens par Alexandre le Grand. L'histoire parle de la façon dont le livre de Thoth a été caché dans une boîte au fond du Nil, près de Coptos. Il contenait 2 sorts majeurs. L'un permettrait aux lanceurs de sorts de parler aux animaux. Oh, ça c'est cool, je dirais pas non. Le second sort permettrait aux lecteurs de percevoir les dieux. Rien que ça. Et bien qu'aucune copie physique ne subsiste, l'histoire a survécu pour suggérer que le livre a existé à un moment donné. La castration du philosophe de Dieu. Connaissez-vous l'histoire d'amour la plus triste et la plus tragique de l'histoire de France? Pierre Abélard est mort il y a presque 1000 ans et encore célèbre pour avoir eu l'une des histoires d'amour les plus tragiques de l'histoire. Il est également l'auteur d'un livre qui a reçu de telles critiques qu'il a été jugé hérétique, condamné par un pape et contraint de brûler son propre ouvrage. Mais commençons par l'année 1100. En tant que jeune homme, les voyages de Pierre l'ont amené à Paris. Il a commencé à étudier à la grande école de la cathédrale de Notre-Dame. C'était avant la construction de la célèbre cathédrale d'aujourd'hui qui se trouve à cet endroit. Et Pierre est devenu un fervent défenseur du réalisme philosophique. Il était un philosophe hardcore, un étudiant des arts libéraux, et ses points de vue ont été si controversés qu'il a dû, à un moment donné, fonder sa propre école. Puis, il rencontra Héloïse et tomba amoureux. Le problème était l'oncle d'Héloïse, d'ailleurs chez qui elle vivait. L'oncle n'approuvait pas l'union et était furieux lorsqu'il a appris que Pierre et Héloïse s'étaient mariés en secret. Il était tellement furieux qu'il a rassemblé un groupe d'hommes, a tendu une embuscade à Pierre dans sa chambre la nuit et l'a castré. Mais cet acte aura des conséquences catastrophiques pour tous ceux qui étaient impliqués. L'oncle a été essentiellement exilé pour cet acte horrible, mais Pierre aussi. Il s'est enfui, se cachant comme moine en dehors de Paris et a forcé Héloïse à devenir nonne et à prononcer des vœux de célibat. Étant castré, séparé de sa femme et arraché à l'enfant que le couple avait conçu avant cet événement ignoble, Pierre avait beaucoup de temps à consacrer à sa philosophie. Vous pouvez imaginer, étant cloîtré dans un monastère, Pierre n'avait que ses pensées. Il a rapidement publié un livre intitulé Theologia Summi Boni. En français, ce titre peut être traduit par Du bien suprême. Et presque immédiatement, l'Église a mis la main sur le livre et a accusé Pierre d'hérésie. Il sera même contraint à brûler sa propre grande œuvre philosophique. Et le reste de sa vie ne sera que tristesse. Son travail a été ruiné, sa virilité a disparu, il n'avait plus de famille. Puis, le 21 avril 1142, Pierre est mort. Il a murmuré ce qui pourrait bien être les dernières paroles les plus philosophiques jamais prononcées. Je ne sais pas, juste avant de mourir. Enoch et les platistes. Saviez-vous qu'il existe un lien entre le livre d'Enoch et ceux qui pensent que la Terre est plate? En tout cas, c'est la nouvelle revendication faite par les partisans de la théorie de la Terre plate partout dans le monde. Et ils se sont peut-être tournés vers le légendaire livre d'Enoch comme preuve de leur hypothèse. Le livre d'Enoch ne fait pas partie de la Bible. C'est un livre apocryphe qui n'est inclus que dans les Bibles de certaines sectes éthiopiennes du christianisme. D'ailleurs, la plupart des experts le considèrent comme un livre écrit par quelqu'un ayant une imagination débordante il y a environ 2300 ans. Le livre aurait été écrit par Enoch, qui était l'arrière-grand-père de Noé. Selon le livre, Enoch était vivant à l'époque des Néphilim lorsque Dieu envoya ses anges pour surveiller l'humanité, mais ceux-ci devinrent corrompus.
Enoch a été témoin de l'horreur du monde avant que Dieu n'envoie le déluge pour le purifier. Son livre parle des choses horribles qu'il a vues, des anges déchus et des abominations que représentaient les Néphilim. D'ailleurs, voici quelques passages tirés du livre que les partisans de la Terre plate utilisent pour essayer de soutenir leur théorie, mais gardez à l'esprit que ces passages sont ouverts à toutes sortes d'interprétations. L'un dit « Et j'ai vu les vents sur la terre qui soutiennent les nuages, et j'ai vu les chemins des anges, j'ai vu la fin de la terre, le firmament du ciel au-dessus. » Et d'ailleurs, pour la plupart des gens, ces paragraphes ne font pas directement penser à une terre plate. Mais c'est ce que certaines personnes suggèrent. Ils pensent que la fin de la terre parle de la fin littérale du monde, avec l'espace extérieur étant au bord de la terre et le ciel au-dessus. Personnellement, je vois pas vraiment le lien, mais si vous le voyez, n'hésitez pas à me le dire. Les 3 livres de philosophie occulte. Saviez-vous qu'il existe un savoir que nos ancêtres maîtrisaient et que nous avons oublié? En tout cas, c'est ce que prétend un ouvrage très mystérieux. En 1531, l'un des magiciens les plus célèbres de l'histoire a publié un livre sur la magie. 2 ans plus tard, 3 volumes de ce texte magique ont été imprimés à Paris, Cologne et à Anvers. Les 3 livres existent encore aujourd'hui et sont parmi les manuscrits occultes les plus significatifs jamais publiés. Tout cela grâce à un homme dont le nom est presque oublié aujourd'hui, un certain Heinrich Cornelius Agrippa. C'était un étudiant de tout ce qui était mystérieux au début du XVIe siècle. Il a publié ce qu'on appelle les 3 livres de philosophie occulte comme une sorte de discussion ouverte sur le pouvoir de la magie et son utilisation dans la religion. Il y a beaucoup de sujets répartis sur les 3 livres. La magie céleste, la magie élémentaire, l'astrologie, la numérologie, les anges, la kabbale et bien d'autres encore. Les écrits explorent même l'alchimie, la divination et la médecine. Ils contiennent également beaucoup d'informations sur la magie cérémonielle, c'est-à-dire la magie utilisée lors des rites. Et ce n'est pas le seul livre sur la magie publié après la fin du Moyen-Âge. La partie la plus intéressante est l'auteur, Heinrich. Son livre ne promettait pas de donner au lecteur des capacités surnaturelles. Heinrich voulait rétablir la connaissance magique dans ce monde qui, selon lui, a été perdu. Heinrich croyait que la magie, sous sa forme pure et originale, était bel et bien réelle, une sorte de connexion à des forces qui nous dépassent. La magie faisait partie d'un corps de sagesse très ancien et très sacré, permettant aux humains une sorte de connexion plus élevée aux éléments, aux animaux et même aux étoiles. Ces 3 livres de philosophie occulte étaient sa façon de distinguer les différences entre la fausse magie, la philosophie sacrilège et la magie sacrée. C'est fascinant parce que les livres montrent qu'il y a 500 ans, les gens croyaient que la magie existait vraiment dans le monde, mais qu'elle avait été corrompue et oubliée. La Bible du diable. Saviez-vous qu'il existe une Bible du diable et qui contient un élément assez terrifiant? Le Codex Gigas, également connu sous le nom de Bible du diable, n'est pas seulement un manuscrit massif, c'est une aventure à travers l'histoire. Et quand je dis qu'il est massif, je ne plaisante pas. C'est tout bonnement le plus grand manuscrit médiéval du monde. Nous parlons d'un livre de 91 cm de long, soit à peu près la taille d'un enfant de 3 ans. À l'époque médiévale, avoir une grande Bible illuminée était assez courant, surtout dans les monastères. Mais le Codex Gigas est comme le roi de toutes les Bibles. Il contient la totalité de la Bible Vulgate ainsi qu'une sorte d'encyclopédie, des œuvres médicales et plus encore, le tout écrit en latin. En vérité, c'est une sorte de mini-bibliothèque médiévale en un seul livre. Vous vous demandez peut-être pourquoi on l'appelle Bible du diable. Eh bien, c'est parce qu'en plein milieu de ce colossal livre, il y a un portrait pleine page de Satan lui-même. Il est accroupi comme un animal et a 2 cornes qui sortent de sa tête. Ses bras sont étirés vers le haut et il a une langue fourchue comme un serpent. Et à ses doigts et ses orteils sont attachés de grandes griffes. Son visage est vert et grotesque et au milieu de tout ce contenu biblique, il y a la page du diable d'un côté et une image sereine du ciel de l'autre. Une sorte d'affrontement entre le bien et le mal en plein milieu des pages. Et devinez quoi? Le livre pèse environ 75 kilos. C'est comme porter une chèvre de montagne. Pas étonnant qu'on dise que c'est l'œuvre du diable. Mais alors, d'où vient cette chose? La légende raconte qu'un pauvre moine s'est vu confier une tâche presque impossible, créer un livre gigantesque en une seule nuit ou faire face à un terrible destin. Alors que fait-il? Il aurait passé un pacte avec le diable, bien sûr. Il l'aurait aidé à terminer le manuscrit et en retour, le moine a rajouté un immense portrait de lui au milieu des pages. Et si les rumeurs sont vraies, le livre a été créé par Hermann le reclus
un moine bénédictin du XIIIe siècle de la République tchèque. Mais son monastère a été détruit au XVe siècle pendant les guerres bohémiennes. Et peu de temps après avoir été écrit, il a été mis en page par les bénédictins du monastère de Sedlec. Et pendant 70 ans, il a été conservé au monastère de Sedlec. Puis, en 1477, il aurait été déplacé dans un autre prieuré à Broumov, puis il a de nouveau changé de main et est tombé dans la collection privée de l'empereur Rodolphe II. Cependant, en 1648, à la fin de la guerre de 30 ans, toute la collection de l'empereur a été pillée par l'armée suédoise. Ainsi, à partir de 1649, le livre a été stocké dans la bibliothèque royale suédoise à Stockholm. Un incendie a éclaté au château royal de Trekronor le 7 mai 1697, détruisant la majorité de la bibliothèque royale. Mais d'une manière ou d'une autre, la Bible du diable a été sauvée, tandis que la majorité des autres livres ont été brûlés. Mais la manière dont il a survécu, ou qui l'aurait sauvé, reste sujette à débat. Selon les légendes, le livre aurait été jeté par une fenêtre et aurait atterri sur un passant le blessant. Tu m'étonnes avec 75 kilos. Ça ne m'étonnerait même pas que le pauvre soit mort. Aujourd'hui, la Bible du diable est conservée à la Bibliothèque nationale de Suède, où elle est exposée au monde entier. La ceinture de Nanjing. Un objet en aluminium datant de 15 siècles avant la découverte de l'aluminium a été découvert en Chine. Imaginez ceci. Nous sommes en 1952 et vous êtes un ouvrier de construction en Chine. Vous et vos collègues travaillez à la construction d'un nouveau terrain de sport pour une école. Vous creusez et vous tombez sur quelque chose de gros et de très brillant. Ce qu'ils ont trouvé était une tombe ancienne et à l'intérieur, parmi les reliques habituelles, il y avait une ceinture, mais ce n'était pas n'importe quelle ceinture, elle était très spéciale. Elle n'était pas faite seulement de métaux typiques comme de l'argent ou du cuivre, mais cette ceinture était également faite d'aluminium. Cette découverte n'aurait rien d'exceptionnel si ce n'est qu'elle date du IIIe siècle, c'est-à-dire près de 15 siècles avant la découverte de l'aluminium. Il est extrêmement difficile d'isoler l'aluminium de la bauxite en tant que métal pur, sans utiliser énormément d'énergie électrique. Néanmoins, d'autres tests ont également été effectués sur d'autres pièces de la ceinture, révélant que toutes n'étaient pas faites d'aluminium. Et entre 1958 et 1959, une troisième série de tests a été menée à l'université de Tsinghua, où l'on a finalement conclu que le métal principal de l'alliage était de l'aluminium, les autres fragments étant fabriqués à partir d'un alliage d'argent. En fait, l'extraction de ce métal n'a été véritablement maîtrisée qu'aux années 1820. Pourtant, il était là dans une ceinture qui appartenait à un général chinois nommé Zhu Shu, décédé en 297. C'était un héros qui avait repoussé les envahisseurs barbares, et à sa mort, il a été enterré dans une tombe digne d'un roi, et dans ces tombes se trouvait une ceinture en aluminium qui a bouleversé le monde de l'archéologie. Les parties en cuir de la ceinture avaient pourri bien avant la découverte de la tombe, ne laissant derrière elle que 17 fragments. Ces morceaux étaient éparpillés autour des hanches de Zhu Shu, enfin autour des hanches de son squelette. Au départ, les archéologues étaient très sceptiques. Comment quelque chose d'aussi avancé que l'aluminium pouvait-il exister à cette époque? Mais des tests ont confirmé que cette ceinture était authentique, maintenant connue sous le nom de ceinture de Nanjing. Ce n'était pas juste un coup de chance ou bien une addition moderne à une tombe bien plus ancienne. Mais voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Certaines personnes disent que ce n'est pas la seule ceinture en aluminium qui existe. Il existe des rumeurs sur d'autres objets anciens faits d'aluminium. Se pourrait-il que les anciens Chinois aient une recette secrète pour fabriquer de l'aluminium? Après tout, ils ont gardé la recette de la poudre à canon pour eux-mêmes pendant des siècles. Ou bien, y avait-il quelque chose de plus? L'histoire est pleine de surprises et qui sait quels autres secrets attendent d'être découverts. Le diable dans la gravure. La plus ancienne scène narrative de l'histoire de l'homme vient d'être découverte et elle présente une particularité très choquante. Imaginez une scène vieille de 11 000 ans. Il y avait une communauté animée qui aimait raconter des histoires, et pas n'importe quelles histoires. Cependant, dans cette ville, la plus ancienne représentation connue d'une scène narrative a été découverte. Elle a été trouvée sur un panneau sculpté gravé sur un bon néolithique. Les sculptures ont été découvertes en 2021 sur le site de Sayburç en Turquie. Les scènes progressent sur le panneau, un peu comme des cadres sur une pellicule. L'art sur ce banc raconte une histoire qui a été gravée dans la pierre il y a des milliers d'années.
Selon l'archéologue Haylem Özdogan, l'histoire n'est pas simplement un mélange d'images, c'est une séquence claire d'événements. Le banc, qui fait environ 60 cm de large, montre un taureau sur la gauche. À côté, se trouve une personne avec une forme étrange sur le ventre qui ressemble à un organe génital masculin. Cette personne tient un hochet et fait face à un taureau, tandis que son dos est tourné vers 3 autres figures. Ces figures incluent 2 léopards avec de grandes dents et une autre figure qui semble tenir son organe génital, mais on va pas trop s'attarder là-dessus. L'image montre le côté sauvage et agressif des animaux, un thème courant à l'âge de pierre. La façon dont le banc a été fabriqué nous rappelle des sculptures similaires également trouvées en Turquie, comme celle où une personne porte un léopard sur son dos et une autre qui montre des humains et des animaux ensemble de différentes manières. C'est presque une sorte de mini-film gravé dans la pierre pour que tout le monde puisse le voir. Cet artefact n'était pas caché dans une caverne isolée. Il a été trouvé dans un bâtiment communautaire, un lieu où tout le monde se rassemblait et apprenait l'histoire. C'était comme une version ancienne d'un cinéma ou d'un centre communautaire. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Les archéologues qui l'ont trouvé essaient encore de tout assembler. Ils pensent que cela pourrait avoir quelque chose avec la transition d'un mode de vie nomade à un mode de vie plus sédentaire à l'époque néolithique. Mais qui sait, peut-être y a-t-il plus que cela. Peut-être s'agit-il de la relation entre les humains et les animaux, ou pourrait-il s'agir de quelque chose d'entièrement différent. Une chose est sûre, ce petit morceau de pierre gravée a ouvert un tout nouveau chapitre du passé et peut-être dans un avenir proche, les experts trouveront une suite. Les trésors funéraires. Le deuxième plus grand trésor funéraire de l'histoire de l'Angleterre vient juste d'être découvert. Récemment, des archéologues du Museum of London Archaeology, ou bien MOLA, sont tombés sur un trésor stupéfiant à Northamptonshire, comme l'appellent les Anglais, en Angleterre. Ce collier étincelant, qui date d'il y a 1300 ans, ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant. Il est orné d'au moins 30 pendentifs et perles, fait d'un mélange de pièces romaines, d'or, de grenat, de verre et de pierres semi-précieuses. Le collier n'a pas été retrouvé seul. Il faisait partie d'une découverte beaucoup plus grande lorsqu'une sépulture féminine de l'élite a été mise au jour en 2022, avec d'autres trésors intrigants qui n'ont pas encore été entièrement étudiés. Ce trésor est maintenant connu sous le nom de trésor de Harpole, et on pense qu'il fait partie de la plus importante sépulture féminine de son époque jamais trouvée en Grande-Bretagne. Levent Benz Ballas, qui a dirigé l'équipe de recherche, a décrit le moment où ils ont découvert cette incroyable trouvaille avec ses propres mots. Il a dit que lorsque les premiers reflets d'or sont apparus de la Terre, il est devenu clair qu'ils avaient découvert quelque chose de remarquable, mais ils ne réalisaient pas à quel point la découverte allait être spéciale par la suite. La pièce maîtresse de ce collier est la plus grande et la plus complexe. C'est un pendentif rectangulaire avec un motif de croix en grenat rouge serti dans de l'or. On pense qu'il faisait à l'origine partie d'une fermeture à charnière, mais a été réutilisé pour cette sépulture. Mais attendez, il y a plus. L'équipe a également trouvé 2 pots décorés et un plat de cuivre. Mais la vraie surprise est venue lorsqu'ils ont pris des radiographies du sol de la tombe. Ce qu'ils ont trouvé était une croix élaborée, décorée de représentations inhabituelles de visages humains coulés en argent. Cela suggère que la femme enterrée ici pourrait avoir été une dirigeante des premiers siècles de la chrétienté. C'est assez révolutionnaire étant donné que les femmes ont généralement été exclues de ces rôles par l'Église. Le squelette de la femme s'est décomposé au fil du temps, mais la combinaison des trésors funéraires nous dit qu'elle était probablement une personne de très haut rang, peut-être une abbesse ou bien même une figure royale. Cette découverte est rien de moins que miraculeuse. C'est une trouvaille unique qui a tout bonnement le potentiel de réécrire un chapitre perdu de l'histoire de l'Angleterre. Le cheval cabré. Des plongeurs viennent juste de trouver une preuve physique de l'existence d'un des temples les plus grands et les plus légendaires de l'ancienne Grèce. Début 2024, un groupe de plongeurs de l'organisation culturelle BC Cecilia explorait une zone au large des côtes de San Leone en Sicile lorsqu'ils ont repéré quelque chose qui a attiré leur attention. C'était un objet qui était étiqueté comme une sorte de bassin, voire même d'une baignoire, sur leur carte, mais il ne ressemble pas tout à fait à cela. Ils ont décidé de regarder de plus près ce mystère sous-marin, et heureusement qu'ils l'ont fait d'ailleurs. Les plongeurs ont été choqués par ce qu'ils ont trouvé. Au lieu d'une vulgaire baignoire, ils ont découvert une ancienne statue de marbre d'un cheval cabré. Cette statue, qui mesure environ 1,8 mètres de large
et 1,5 m de haut, a parfaitement la grandeur et le style que vous attendez d'un temple grec ancien. En fait, on pense qu'elle faisait partie d'un temple dédié à Zeus, vous savez, le dieu qui lançait des éclairs. En réalité, c'était l'un des plus grands temples du monde grec antique, le temple de Zeus de l'ancienne Akragas, aujourd'hui connu sous le nom d'Agrigente. Ce temple colossal était le plus grand temple utilisant l'ordre dorique de tout le monde grec. Ses dimensions gigantesques en faisaient aussi le troisième plus grand temple jamais édifié après l'Artémision d'Éphèse et le Didyméon de Milet, mesurant 112 mètres de long sur 56 mètres de large et n'aurait jamais été achevé. Mais comment cette statue, une relique des temps anciens, a-t-elle fini sous l'eau au large des côtes de la Sicile? Malheureusement, l'âge exact et l'histoire de la statue restent un mystère complet. Peut-être a-t-elle été intentionnellement jetée à l'eau lorsque les constructeurs grecs ont décidé de la remplacer par autre chose, ou peut-être est-elle simplement tombée à l'eau lorsque le temple auquel elle appartenait a été détruit. La vérité ici est que toutes les hypothèses sont valables. Les responsables locaux, avec l'équipe de BC Sicilia, ont soigneusement levé la statue à la surface. Une photo la montre couverte des restes brunâtres de son temps immergés dans la mer. Il est prévu que la statue subisse un processus de préservation à l'avenir, ce qui garantira que cette remarquable pièce d'histoire reste intacte. Mais comment pensez-vous que la statue du cheval cabré a fini dans la mer? Dites-le moi dans les commentaires. Le calendrier Maya. Des archéologues viennent de trouver le plus ancien exemplaire de calendrier Maya jamais découvert et il est exceptionnel. Ça se passe à l'intérieur de la pyramide de las Pinturas à San Bartolo, dans le nord du Guatemala. Des archéologues ont découvert un trésor de peinture murale ancienne. Elle date d'une époque où la puissante civilisation maya était à son apogée. Mais bien sûr, ce n'est pas tout. Caché dans ces anciennes peintures murales, les chercheurs ont découvert le plus ancien calendrier maya jamais trouvé. Cette découverte incroyable faite par le professeur David Seward de l'université du Texas et son équipe date d'entre 300 et 200 avant l'ère commune. C'était il y a plus de 2 millénaires et ce site a été découvert pour la toute première fois en 2001 et depuis lors, c'est un foyer de découvertes fascinantes. Parlons de ce calendrier. Les Mayas n'étaient pas vraiment des amateurs en ce qui concerne la mesure du temps. Ils avaient ce système de calendrier incroyablement complexe appelé le Tzolk'in qui était basé sur des mouvements des planètes, du Soleil et de la Lune. Et ce n'était pas non plus notre calendrier lambda. Au lieu de mois, ils avaient des jours représentés par des glyphes numérotés de 1 à 13. La date 7 cerfs était suivie de 8 étoiles, 9 jades ou 9 eaux, et ainsi de suite. Le cerf joue un rôle énorme dans la culture maya, tant dans leur vie quotidienne que dans leurs cérémonies religieuses. Et le glyphe de 7 cerfs représentant l'un des jours dans le calendrier maya de 260 jours ou Tzolk'in a été trouvé peint sur un petit morceau de plâtre. C'est en quelque sorte l'équivalent de trouver un minuscule morceau d'un puzzle qui débloque tout un nouveau monde de compréhension. Et devinez quoi? L'écriture et l'art sur ces fragments montrent un niveau de sophistication qui suggère que le système de calendrier était utilisé encore plus tôt que nous le pensions. Les Mayas avaient également un système d'écriture avec plus de 800 glyphes différents. Et le plus ancien exemple de ce système d'écriture a également été trouvé à San Bartolo. Et selon Heather Hurst, l'un des co-auteurs de l'étude, il y a environ 7000 fragments de peinture murale de tailles variées sur ce site. Alors, quelle est la prochaine étape? Eh bien, il y a de très bonnes chances que les experts découvrent des exemples encore plus anciens de ce système de calendrier. Le monde maya est plein de surprises et nous avons à peine gratté la surface. La baleine dans la jungle. Une baleine gigantesque vient d'être découverte, mais dans une jungle. C'est un groupe de chasseurs de fossiles qui a découvert un squelette massif dans les jungles de Taïwan. Le squelette appartenait à une créature que l'on ne trouve pas typiquement dans la jungle, une baleine. En mai 2022, Zhu Wenbo et Zhang Yumou parcouraient la jungle à la recherche de spécimens préhistoriques lorsqu'ils ont remarqué quelque chose d'immense qui sortait du sol. Il s'agissait de 4 côtes d'une immense baleine. Excités par leur découverte, ils ont contacté un collègue de l'Université nationale de Cheng Kung qui a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une trouvaille ordinaire. Ce fossile de baleine ancien est estimé à être complet à 70%, ce qui en fait le fossile de baleine le plus intact jamais découvert. Et les ossements appartenaient probablement soit à un rorqual bleu ou à un grand rorqual commun et ont vécu il y a environ 85 000 ans. D'ailleurs, les deux espèces existent toujours et parcourent toujours les mers aujourd'hui.
Mais les fossiles sont très anciens. Ils sont incroyablement bien préservés, complets avec des omoplates, des mâchoires, l'arrière du crâne et des vertèbres de la queue. Étonnamment, les baleines tracent leur ascendance à des créatures terrestres. Croyez-le ou non, elles partagent un ancêtre commun avec les hippopotames datant d'environ 50 millions d'années. Aujourd'hui, nous sommes témoins des résultats remarquables de cette évolution, avec les baleines bleues atteignant des longueurs impressionnantes de jusqu'à 30 mètres. Et la région de Hengchun à Taïwan, où cette découverte incroyable a été faite, est un foyer de fossiles. C'est une sorte de mine d'or de merveilles préhistoriques. Et croyez-moi, ce n'est pas la première découverte. Ils ont retrouvé des coquillages, des requins, des crabes et encore plus d'ossements de baleines. Mais vous demandez peut-être comment ils ont réussi à sortir ces ossements massifs de la jungle. Eh bien, ce n'était pas vraiment facile. Une équipe de 8 personnes a dû transporter ces ossements sur des civières en bois à travers un terrain accidenté et une végétation très dense. Pouvez-vous imaginer transporter une mâchoire de près de 334 kg sur un sol difficile? Perso, je suis fatigué rien qu'au fait d'y penser. Les spécimens d'ossements de baleines sont maintenant entre les mains capables de l'équipe de géologie du Musée des sciences de Taïwan. Ils vont les nettoyer et mener plus de recherches pour comprendre comment ces baleines se sont adaptées aux changements environnementaux au fil des ans, et qui sait quelles autres merveilles attendent d'être découvertes dans la jungle. La pierre précieuse romaine. En juillet 2023, dans les eaux près de Venise, en Italie, des chercheurs ont découvert une véritable pierre précieuse romaine. Mais ce n'est pas la pierre précieuse elle-même qui excite les passionnés d'histoire, c'est la gravure sur la pierre précieuse d'une figure mythologique très mystérieuse. Cette petite merveille, probablement autrefois partie d'un élégant bijou, était cachée à Lio Piccolo, un village au nord de Venise. On pense qu'elle a été gravée d'une figure de la mythologie romaine. Elle est colorée et rayée comme un petit arc-en-ciel d'agate. Et trouver des trésors anciens dans cette région n'est pas si surprenant. D'autres pierres précieuses ont déjà été découvertes, suggérant que dans le passé, des Romains fortunés venaient se détendre en vacances ici. Les pierres précieuses, comme celle-ci, sont incroyablement rares et souvent représentent des figures mythologiques ou des scènes de la vie quotidienne. Cette pierre particulière montre un homme portant un casque. Il est habillé de vêtements qui pourraient être une armure avec ce qui semble être un arc de bandoulière dans le dos. Mais de qui il s'agit, cela reste un mystère. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que cette découverte fait partie d'un projet plus large dirigé par le professeur Carlo Bell et la docteure Elisa Costa pour explorer l'histoire de la région. Ils ont également découvert une structure en briques et en chêne qui les a laissés perplexes. Ils pensent qu'il s'agissait peut-être d'une villa, mais non, il s'avère que c'était une ferme ostréicole. Les Romains savaient vraiment comment profiter de la vie. Et devinez quoi, ce genre de découvertes surgissent partout en Italie. À la mi-juillet 2023, ils ont trouvé un théâtre qui appartenait autrefois au célèbre empereur Néron. C'est une véritable chasse au trésor de la vie réelle et nous sommes aux premières loges pour observer cela. Et voici les découvertes archéologiques qui ont bouleversé l'histoire à tout jamais. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.